Donc, merci beaucoup au CNRD pour m'avoir invité à présenter un retour d'expérience. Donc ça va vraiment être présenté comme ça, sur l'utilisation du Méopa et un mode d'utilisation du Méopa à l'hôpital Saint-Joseph, dont je représente le CLUD aujourd'hui. Alors vous avez dans vos livrets un descriptif un petit peu plus détaillé sur la première partie de mon topo, et moi je m'attarderai vraiment sur le retour d'expérience pour que ce soit plus pratique et interactif et qu'on puisse échanger sur cette expérience-là. En particulier, je ne reviendrai pas sur tous les avantages du Méopa et sur les nombreuses revues de littérature qui ont montré son efficacité. C'est pour ça que maintenant, de nombreuses sociétés savantes recommandent l'utilisation du Méopa, que ce soit dans les préventions des gestes douloureux, mais aussi dans certains types de douleurs aiguës. Et je pense que vous en avez pour la plupart l'usage, et vous avez manifesté une grande satisfaction dans l'utilisation du Méopa. Maintenant, le Méopa reste, à notre sens, sous-utilisé, et probablement que ça vient en partie de peut-être méconnaissance, surestimation de certains risques qui pourraient entraîner. Et donc je vais revenir sur un certain nombre de ces peut-être fausses croyances ou peut-être croyances un peu exagérées en retraçant un petit peu les différents risques dont on entend parler, soit dans la littérature scientifique, soit dans les retours d'expérience, ou aussi dans la littérature un peu moins scientifique comme BFM, des choses comme ça. Voilà. Donc quels sont ces risques-là? Encore une fois, vous trouverez des choses un peu plus détaillées dans le livret. Je vais juste les évoquer pour le moment, et puis éventuellement, s'il y a certains topics qui vous intéressent particulièrement, on en discutera ensuite. Alors d'abord, quels sont ces effets indésirables? Parce qu'on a l'impression que quand on met du Méopa, on rentre parfois dans quelque chose qui va générer plein d'effets indésirables. En fait, la plupart des effets indésirables, c'est désirable. C'est-à-dire que quand on a un urgentiste qui cherche à nous réduire une luxation d'épaule et qu'on voit un éléphant rose, bah, ça peut parfois être un effet désirable, voire recherché par le Méopa. Donc la plupart des effets dits indésirables, quand on regarde aussi les RCP du médicament, sont en réalité désirables. Donc il y a l'exacerbation de la sensorialité, les rêves, quelques hallucinations et tout ça. Ça, en fait, c'est des effets qu'on recherche quand on met en route du Méopa, en particulier pour réduire la douleur provoquée. En revanche, effectivement, il y a quelques effets indésirables plus sévères, plus graves, et il y a des études de la littérature qui ont été faites qui les rapportent. Il y a par exemple quelquefois de la sédation, de la sédation profonde, des troubles respiratoires. Il s'avère que c'est très rare, parce que par exemple dans cette revue, ça représente 0,11% des cas. C'est réversible à l'arrêt de l'inhalation. On va pouvoir réverser ces effets indésirables, et la plupart du temps, on peut les prévenir, ces effets indésirables, en prenant quelques précautions, en particulier en faisant en sorte de garder toujours un contact verbal avec le patient, ou en évitant de rajouter du Méopa à d'autres thérapeutiques médicamenteuses, comme des opioïdes ou des anxiolytiques. Si on rajoute un cocktail, il y a plus de risques de sédation. Alors, quelles sont ces contre-indications? Parce que parfois, on se dit « Ouh là là, je voudrais bien prescrire du Méopa, mais je ne me souviens pas, je sais qu'il y a toute une liste de contre-indications, je ne sais plus trop. » En fait, c'est assez simple. Globalement, c'est toujours le même effet du gaz, du protoxyde d'azote, qui est sa grande diffusibilité dans les cavités. Et donc, vous voyez, comme pour faire très pragmatique, très caricatural, le protoxyde d'azote, il pénètre dans les cavités plus vite qu'il n'en sort. Donc si on est dans une cavité inextensible, comme une cocotte minute, bah, ça va augmenter la pression. Et donc c'est ça qui est délétère. Et ça, c'est pour le coup une vraie toxicité quand ça survient. Et donc il faut absolument éviter d'utiliser du protoxyde d'azote dans ces situations-là. Et finalement, quand vous regardez dans les contre-indications, c'est toutes les situations qui risquent
de générer une augmentation de la pression. Donc, par exemple, si on a un risque de brèche au niveau des voies aériennes, au niveau des voies respiratoires, au niveau abdominal, etc. Il y a aussi le gel ophtalmique, parce qu'il peut, pour le coup, ça peut augmenter aussi la pression intraoculaire. Donc, toutes les contre-indications sont en rapport avec ce risque-là. Il y a aussi une contre-indication qui est évidemment les patients qui nécessitent une concentration en oxygène importante, à plus de 50, enfin à 100%, quand ils doivent être ventilés en oxygène pur. Évidemment, comme il y a 50% de protoxyde d'azote avec l'oxygène dans le méopa, ça ne peut pas coller. Après, il y a des risques en cas d'exposition chronique. Et en particulier, on a pu montrer qu'en cas d'exposition chronique, le méopa pouvait inactiver la vitamine B12. Et je ne sais pas si j'ai une flèche. Ouais. Donc quand la vitamine B12 est inactivée, ça va entraîner deux problèmes principaux. Un problème de la genèse hématologique, et donc on retrouve des anémies mégaloblastiques, et un problème au niveau de la myéline. Et donc ça donne des myélopathies avec des troubles neurologiques qui sont assez particuliers. Donc attention en cas d'exposition prolongée au méopa, de bien supplémenter en vitamine B12. Ça règle totalement le problème et les risques de myélopathie ou d'atteinte hématologique. En cas d'exposition chronique, il y a quelque chose dont on a beaucoup entendu parler ces derniers temps, c'est le risque d'abus. Attention, les gens maintenant prennent du méopa dans les soirées, et c'est une réalité. En fait, ce n'est pas du méopa, ils prennent du protoxyde d'azote de façon parfois très répétée et en énorme quantité, parce que les bonbonnes de Chantilly sont vendues, vous le savez bien, de façon libre. Et donc, on peut acheter à coût assez accessible de grosses quantités de protoxyde d'azote, et ça donne des effets récréatifs super drôles. Et donc, les jeunes ont pris comme habitude de consommer ce genre de produits. En plus, ils le consomment de façon associée à d'autres toxiques, d'autres stupéfiants à but récréatif. Et donc, il y a effectivement, comme il est indiqué dans ces gros titres, parfois des risques graves et de sédation et de troubles psy, parce que c'est associé à d'autres drogues, que c'est pris en grosse quantité et qu'ils le font de façon répétée, c'est-à-dire qu'ils répètent les fêtes étudiantes où ils font ça. Donc il y a le service d'addictovigilance qui est sur le coup, qui surveille ça. Ils contrôlent justement le risque d'abus, et ils ont étudié les rapports depuis les services hospitaliers pour essayer d'évaluer un peu si ce risque était en train de flamber ou pas. Entre 2016 et 2017, il y avait 8 cas rapportés d'abus. Donc on ne peut pas considérer que ça soit un risque énorme, mais en tout cas un risque qui vous empêche d'utiliser et de proposer le méopa aux patients. Le deuxième truc un peu à la mode, c'est évidemment, attention, qu'est-ce qu'on fait de notre planète? Parce que le protoxyde d'azote est un gaz à effet de serre, hein, il va contribuer à la destruction de la couche d'ozone, ça c'est vrai qu'il y a ce risque. Après, finalement, quand vous regardez en proportion dans toutes les émanations de protoxyde d'azote en France, eh ben, c'est essentiellement tout ce qui est proposé dans l'agriculture avec les fumiers, des traitements des déchets, etc. Et très peu les gaz médicaux, puisque ça représente moins de 10% de la quantité globale de protoxyde d'azote qui est délivrée. Et là, on en vient maintenant au sujet principal de mon intervention, qui est... Ok, donc les risques finalement pour les patients, ils ne sont pas si fréquents et graves que ça. Le risque pour l'environnement, il est plutôt faible au regard de tout ce qui est émanation chimique du reste de notre vie. Qu'en est-il de notre risque à nous, soignants, qui nous occupons du patient, si on est exposé de façon régulière à des émanations de protoxyde d'azote et de méopa en particulier?
Alors, que dit la littérature? Elle n'évalue pas tellement, en fait, directement l'impact de l'exposition du méopa, c'est-à-dire ce mélange équimolaire, protoxyde d'azote et oxygène, sur les personnes. Il y a beaucoup d'études qui ont suivi en rétrospectif l'impact des gaz anesthésiques au sens large et du fait d'être dans un bloc opératoire et de travailler par exemple dans un bloc opératoire sur la santé. Alors ce qui est très rassurant, c'est qu'il n'y a pas d'effets mutagènes ou cancérigènes qui ont été montrés, donc on peut être complètement rassuré sur ces risques-là. En revanche, il y a certaines études qui ont évoqué un risque de trouble de la fertilité ou d'avortement spontané chez les femmes. Mais encore une fois, ces revues-là, elles évaluaient l'impact de l'exposition à tous les gaz anesthésiques ou l'impact d'être assistante dentaire, par exemple, dans un cabinet exposé au protoxyde d'azote, pas au méopa, et le fait d'être debout dans un cabinet dentaire. Donc c'est très difficile d'évaluer la causalité indépendante du méopa dans ces troubles-là. Il n'empêche que jusqu'à maintenant, on n'a pas pu écrire le méopa n'entraîne pas de risque de fertilité, de diminution de la fertilité ou d'avortement spontané. Ça, pour le moment, ça n'a pas été publié et probablement ça ne le sera pas. Donc, quoi penser de ça? Les autorités qui nous protègent, en particulier la Direction générale de la santé, a été alertée par ces résultats d'études et s'est dit « Ok, donc on va limiter un maximum l'exposition des soignants, quand bien même on ne peut pas savoir si finalement c'est le méopa, c'est le protoxyde d'azote ou c'est d'autres gaz anesthésiques ou c'est le fait d'être super stressé avec un chirurgien qui nous met sous pression, etc. » Eux, ils ont dit on ne peut pas prendre le risque de mettre en cause la fertilité, la reproduction de nos professionnels de santé. Donc, on va limiter l'exposition à ce qu'on appelle 25 ppm, c'est pression par minute, pour le protoxyde d'azote. Donc, c'est un seuil extrêmement bas qu'ils ont fixé, au-delà duquel on ne peut pas exposer les personnels, en sachant que dans la plupart des autres pays, en particulier en Europe, on n'a pas de seuil sur un one-shot, parce qu'en l'occurrence, c'est ça, hein, c'est qu'ils considèrent qu'on ne peut pas dire que Dr Dussel, quand elle est à côté d'un patient qui a du méopa, elle soit exposée à un degré à 1 minute de plus de 25 ppm. Dans les autres pays, ils font une moyenne sur les 8 heures d'exposition. Donc ils considèrent que si un personnel reçoit du méopa ou du protoxyde d'azote pendant 8 heures de journée de travail, si sur ces 8 heures, la moyenne pondérée ne dépasse pas un certain seuil, ça veut dire qu'il n'a aucun risque. Donc nous, ils sont hyper stricts, et c'est bien, c'est pour nous protéger. Mais maintenant, comment faire pour limiter notre exposition à ce seuil très, très faible? Et c'est là où arrive mon expérience, c'est que quand j'étais présidente du CLUD depuis quelques temps, il y a le médecin du travail qui est venu me voir en me disant « J'ai retrouvé des vieux dosages qui avaient été réalisés chez nous. C'est la Cramif qui était venue faire des dosages et regarde, alors qu'on est censé être à moins que 25 ppm, déjà, avant même d'ouvrir la bouteille de méopa, ils étaient à 60. Et après, évidemment, au fil du soin, ça a dépassé. Donc, en gros, il faut que vous arrêtiez le méopa à Saint-Joseph. Donc, au vu de tout ce que je vous ai dit précédemment, heureusement, on pouvait discuter avec lui de façon très cordiale et réfléchir autour des données de la science, etc. Et on a été d'accord ensemble pour travailler sur comment essayer d'abaisser un maximum ce seuil. Enfin, pas le seuil, mais le taux d'exposition de nos personnels. Et donc c'est là qu'on a, avec l'aide de Air Liquide qui commercialise le méopa, on a décidé de tester la valve à la demande, dont vous avez dû déjà entendre parler, qui est ce système qui permet au patient de n'inspirer du méopa qu'au moment où il inspire.
et surtout, pour notre sujet, qui est relié à un petit système de récupération des gaz expirés. Vous savez qu'il n'y a pas de métabolisme dans le méopa, donc quand on inspire, on expire de la même quantité de méopa. Et donc ça, c'est rejeté dans la pièce ou dans l'endroit où on est pour le soin. Et là, en l'occurrence, il y a un système de récupération des gaz expirés sur lequel on peut brancher un tuyau et donc potentiellement choisir où on va évacuer les gaz expirés et donc le méopa expiré, et si possible plutôt à distance du personnel. Donc on a fait des tests avec cette valve à la demande. Et donc là, c'est dans les box des urgences qui sont, pour certains, pas ventilés, mais sur lesquels dans lesquels on peut ouvrir la fenêtre, et d'autres qui ne sont pas du tout avec la fenêtre qui reste totalement fermée et non ventilée. Et donc, on a fait plusieurs tests avec la valve à la demande, et je vous prie de m'excuser sur la page que vous avez, à un moment, il y a marqué sans valve à la demande, mais c'est bien avec la valve à la demande. Vous voyez que dès qu'on met le tuyau d'évacuation des gaz expirés vers l'extérieur, par la fenêtre, on arrive à obtenir des taux de méopa on avait mis un badge en fait de recueil pour permettre le dosage sur l'infirmière qui, vous voyez, était très proche du patient. Et dès qu'on mettait le tuyau d'évacuation vers l'extérieur, on arrivait à descendre au-dessous du seuil autorisé. Et puis, comme justement, on avait des pièces qui restaient fermées pour lesquelles on ne pouvait pas ouvrir la fenêtre, on a refait d'autres tests, cette fois-ci installant le tuyau d'évacuation des gaz proche de la ventilation, ou alors même, on s'est dit, près de la porte de la salle de bain, où là, il y a une ventilation, etc. Donc, on a fait des tests un peu dans tous les types de chambres d'hospitalisation, de box de consultation qu'on pouvait avoir à Saint-Joseph. Et voilà le résultat, c'est que dès qu'on peut mettre le tuyau d'évacuation proche d'une source de ventilation, quelle qu'elle soit, ben ça marche, ça protège le soignant qui est tout près du patient de l'inhalation de méopa. Et il y a un article qui a été publié par l'INRS qui montre que, effectivement, la valve à la demande pourrait être une bonne option. Alors, ils ne sont pas assez incisifs pour dire que c'est recommandé pour protéger les personnels, mais ils disent que c'est une option à étudier pour permettre de diminuer les taux d'exposition des personnels. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé à la direction de notre hôpital d'équiper toutes nos bouteilles, tous les services qui utilisaient le méopa de cette valve à la demande. En plus, il y a des études qui ont montré que médico-économiquement, c'était plutôt intéressant parce qu'en fait, vous savez que quand vous avez le système avec le ballon, il y a beaucoup de méopa qui se libèrent pour rien. Alors que là, c'est vraiment adapté aux besoins du patient, etc. Donc finalement, il y a une consommation en méopa qui est moindre et ça coûte moins cher. Donc finalement, c'est pas plus, même s'il y a un investissement de départ sur la valve à la demande, après, les établissements peuvent s'y retrouver financièrement. Et puis, on a mis en place la procédure, on a informé, donc au CLUD, on a expliqué tout ce que je viens de vous montrer, on les a rassurés et on leur a dit qu'ils pouvaient être tranquilles grâce à la valve à la demande. Alors, c'est vrai que dans certaines situations, par exemple chez le sujet âgé, et donc il y a des expériences en gériatrie ou aussi chez les enfants, il faut quand même avoir une capacité respiratoire suffisante pour déclencher la valve à la demande. Il se trouve que nous, à Saint-Joseph, on n'est censé pas avoir d'enfants ou alors vraiment des tout petits qui n'ont pas encore de méopa. Et les sujets âgés sont... il y a un hôpital gériatrique juste à côté, donc on en a, mais ce n'est pas la majorité de nos patients. Donc on a rendu obligatoire la valve à la demande, on a supprimé tous les systèmes au ballon et on a rendu obligatoire la valve à la demande avec évacuation des gaz par le tuyau, soit par la fenêtre ouverte, soit par les systèmes dont je vous ai parlé, quand il y a un système d'aération ou par la salle de bain. Après, on a créé une vidéo pour bien montrer techniquement comment ça se passait, qu'on a mis sur notre site intranet.
Et on a demandé à Air Liquide de pouvoir bénéficier de leur nouveau système de formation par e-learning qui développe et qui est mis à disposition gratuitement des hôpitaux. Et ça, c'est une petite fiche mémo qui est dans ce format-là, qui est plastifiée, qu'on a accrochée à tous les chariots de Méopa pour être sûr que ce soit hyper clair pour tout le monde quelles sont les étapes avant de commencer le soin, à quoi sert la valve à la demande et surtout ce tuyau d'évacuation qu'on a quand même perdu plusieurs fois parce qu'il a été jeté, les gens ne sachant pas à quoi il servait. Et donc maintenant, il faut absolument qu'on convainque tous les médecins prescripteurs de prescrire du Méopa, puisque tout le monde devrait être rassuré, j'espère, quant au risque qu'il apporte. Voilà.